Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette émission. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le ministre Bruno Jean-Richard Itoie, le ministre de l'Enseignement supérieur. Et avec lui, le sujet est simple. Nous parlerons de l'enseignement supérieur après la Covid-19. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Nous parlerons de votre ministère, mais d'abord, nous souhaitons savoir comment est-ce que vous avez passé, vous, en tant que ministre, cette période de pandémie. Comme tous les Congolais, nous avons vu cette espèce de déferlante arriver en Chine d'abord, puis ensuite en Europe, avec dans certains pays des situations extrêmement dramatiques, comme l'Italie. Et puis petit à petit, on a vu cette pandémie se répandre, atteindre tous les continents. Évidemment, l'Afrique n'y a pas échappé. Les premiers cas chez nous étaient des cas importés, tout le monde le sait. Et dès le mois de mars, je crois que nous avons pris, au moment où est apparu le premier cas chez nous, toutes les mesures qu'il fallait, de contrôle à l'arrivée, puis elles sont succédées, l'état d'urgence sanitaire, le couvre-feu, le confinement. On l'a vécu comme tous les Congolais, en pensant à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour qui c'était un bouleversement important. D'abord dans la tête, de voir arriver. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du ministre de l'Enseignement supérieur à ce moment-là, tout en sachant que vous avez en charge des milliers d'étudiants qui sont stressés? On se sent concerné à 3 niveaux. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. D'abord parce qu'on est membre du gouvernement. Et donc, on se sent totalement solidaire, notamment d'un ministre de la Santé, qui avait en charge principalement le dossier, mais aussi de tous les autres ministres les plus concernés. Je pense au ministre de la Recherche et de l'Innovation, ministre de l'Intérieur, tous les autres ministres. On est totalement solidaires de cela et on participe à toute la réflexion, l'analyse et la prise de décision de ce qui doit être fait. Le deuxième niveau, oui, c'est on est ministre en charge d'un secteur, donc on s'est demandé assez rapidement qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre secteur. Et moi, ce que j'ai pris comme décision assez rapidement, c'est de mettre en place, d'abord, ça a été une cellule de riposte, puis on l'a transformé en task force sous-sectorielle. Et puis aujourd'hui, nous avons un comité de riposte pour le sous-secteur qui fonctionne bien. Et nous travaillons à tout ce que nous devons faire pour démultiplier ce qui se fait au niveau national, mais aussi pour proposer et mettre en œuvre les mesures spécifiques. Nous avons la situation des étudiants, résidents, nous avons la situation des cours, qu'est-ce qu'on fait, et de ce qu'on pourrait appeler la continuité pédagogique. Donc c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, on est un citoyen. On est un citoyen, on a une famille. Moi j'ai vu autour de moi, bien sûr, un peu de panique. Les enfants, des petits-enfants, moi j'en ai. Et donc il a fallu jouer ce rôle de chef de famille aussi, de rassurer. Mais en même temps, je suis député élu quelque part, donc j'ai aussi cette responsabilité directe. Je suis président de la Fédération congolaise de basket, cette responsabilité directe. Donc il y a cette dimension personnelle, citoyenne aussi, qu'il a fallu prendre en charge et pour laquelle il a fallu déployer des initiatives. Et je crois que c'est le lot de beaucoup de Congolais. Oui. Après la fermeture prolongée des campus et des universités, quel est le plan d'action du ministère de l'Enseignement supérieur pour redémarrer les choses? Alors d'abord, je voudrais commencer par les campus. Donc, le gouvernement a décidé de fermer les résidences universitaires ainsi que les internats. Pour l'instant, nous avons encore quelques résidents. Ce que nous avons prévu pour eux, c'est premièrement dépistage systématique, parce qu'il n'est pas question qu'ils rentrent chez eux et qu'il ait le moins de risque qu'ils soient des porteurs, comme on dit, asymptomatiques, c'est-à-dire aucun signe qui montre qu'ils sont malades. Dépistage systématique, la sensibilisation, la désinfection des campus, ils y ont vécu. Et dans l'intervalle, on s'organise pour s'assurer qu'ils vivent dans les bonnes conditions, aussi bien sanitaires que tout le reste. Est-ce que la fermeture des campus n'était pas une décision radicale quand on sait que certains étudiants n'ont pas des parents ici à Brazzaville? Et ce que nous avons proposé au gouvernement, et je pense que ça va se faire, c'est qu'on veille à ce que ceux qui n'ont pas de parents à Brazzaville rentrent là où il y a des parents. Donc nous allons les aider à rentrer chez eux. Il leur sera donné les moyens de prendre la route ou l'avion. On va s'assurer de ça.
Et nous avons même proposé qu'il y ait quand même un geste symbolique pour ceux qui rentrent chez eux, ici à Brazzaville, parce que, comme je disais, ils n'étaient pas à la maison, ils n'étaient pas à la maison, ils vont rentrer, il n'y a peut-être plus de matelas, plus de lit, plus de ceci, donc bon. Donc on attend que cela soit débloqué. Mais radical, non. Vous savez, le campus, c'est 1800 étudiants qui vivent dans des conditions très clairement pas compatibles avec les exigences de la maladie, notamment les conditions de promiscuité, dans des conditions où nous ne pouvions pas garantir que l'état sanitaire était exempt de moindres risques, nous n'avions pas fait de désinfection, dans des conditions de confinement difficiles, puisqu'ils étaient confinés là-bas. Donc il faut quand même se nourrir. Ils ne travaillent pas. Il y a des boursiers, la bourse n'était pas payée, on l'a payée entre-temps. Et donc le risque qu'ils sortent pour essayer d'avoir quelques subsides, quelques revenus, aller se nourrir, ainsi de suite. Et donc le risque que cela devienne un foyer de contamination, ça aurait été grave. Là, il y avait à choisir entre la santé, la leur d'abord, et la santé de tous ceux qui côtoient, et bon, quelques questions particulières qu'on devait régler, comme par exemple ceux qui n'ont pas leurs parents là. Le choix a été rapidement fait et je pense que c'était un choix pertinent, responsable et salutaire. L'autre partie de votre question, c'était en ce qui concerne les cours. Les cours, le gouvernement a décidé, on comprend aussi, à juste titre, de suspendre les enseignements, sauf pour les classes d'examen du primaire et du secondaire, pour lesquels mes collègues ont pris toutes les dispositions initiales à la santé pour être sûr que cela se passe en parfaite conformité avec les obligations liées à la pandémie, donc enseignement à distance, télévision, ainsi de suite. C'est ainsi que cela a été fait que pour les classes d'examen. Nous ne pouvions pas, au moment où ces décisions ont été prises, l'envisager pour tout le sous-secteur. Ce n'était pas possible. Donc, on a suspendu. Et depuis, nous travaillons. Nous travaillons à la reprise des cours. Nous sommes bien avancés. Tout cela a été mis sous la coordination du recteur de l'université Marien Ngouabi, qui coordonne la question de la continuité pédagogique pour l'ensemble du secteur. On travaille avec les établissements privés, on travaille avec les établissements publics, il y en a d'autres. On travaille avec le CIESPAC, qui est un établissement inter-État. Une première proposition m'a déjà été faite. Un protocole a été signé entre eux. Nous en avons discuté et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train d'affiner ce qui devrait être la dernière mouture et nous allons pouvoir proposer au gouvernement dans quelles conditions nous pensons que les cours peuvent reprendre à l'université en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaire, les mesures barrières et pas seulement. Il faut désinfecter régulièrement, il faut continuer à sensibiliser, il faut s'assurer que, évidemment, chaque étudiant, chaque enseignant ait un masque, et il faut respecter les mesures de distanciation. Et c'est cette dernière qui pose quelques problèmes. Pour ce qui concerne le premier cycle, les premières années, parfois il y a 3000 étudiants. C'est clair, ils ne peuvent pas être ensemble en respectant la distanciation. C'est difficile d'imaginer une rotation puisque pour l'instant la mesure concernant le rassemblement place le maximum de personnes à mettre ensemble à 50. Donc si on est 3000, ce n'est pas possible d'organiser des rotations. Donc probablement pour ces cas-là, l'enseignement à distance devrait être la meilleure solution. Et nous avons une plateforme qui a été proposée par des partenaires, qui est le soutien de l'UNESCO. Aujourd'hui, techniquement, elle est prête, elle est disponible. Pour la déployer, il y a quand même des conditions à remplir. Il y a un peu d'argent dépensé. Nous allons faire une fiche au gouvernement en lui présentant, pour les cas où le présentiel, c'est-à-dire être dans les amphis, dans les salles de classe, n'est pas envisageable, l'alternative de l'enseignement à distance avec le coût. J'espère que nous serons assez convaincants que le gouvernement l'acceptera et à ce moment-là, nous pourrions démarrer les cours pour l'ensemble du sous-secteur. Nous espérons, si nous sommes convaincants, qu'éventuellement ça puisse intervenir dans le courant du mois d'août. Et si cela intervient dans le courant du mois d'août, nous sommes certains de pouvoir finaliser l'année académique au plus tard au mois de décembre. Et ainsi, nous pourrions relancer l'année académique suivante, soit en décembre, soit en janvier. Donc tout ça va être affiné, j'espère, dès la semaine prochaine, présenté au gouvernement, et puis on verra ce que décidera le gouvernement, qui doit apprécier. Il y a une task force, il y a un comité des experts, surtout, la sécurité sanitaire de notre proposition. Parce que je crois que la santé est au-dessus de toutes les considérations. Si quoi que ce soit peut mettre en danger la santé de qui que ce soit, je crois que ce ne sera pas
approuvé. Donc, nous travaillons à convaincre le gouvernement que sur ce plan-là, nous avons pris des dispositions. Encore une fois, ça a un coût, on verra bien. Et est-ce que les enseignants seront formés à donner des cours à distance? Alors, et il se trouve que, et ça tombe bien, à l'université, vous l'avez dit, ça fait 4 ans qu'on parle, en ce qui me concerne, de numérisation. Mais avant que je n'arrive à la tête du département, il y avait déjà un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises. Et dans ce cadre-là, quelques enseignants avaient été formés. Nous allons organiser des formations de formateurs pour augmenter le nombre de formateurs, et ces formateurs pourront former tous les autres. Dès maintenant, le recteur a demandé à tous les enseignants de mettre leurs cours actuels sous forme numérique, notamment sous forme de PDF. Ils sont en train de le faire. Au niveau des établissements privés, plusieurs initiatives ont déjà été prises. Il y a quelques établissements qui ont même déjà des plateformes à distance disponibles. Nous sommes en train de les auditer pour nous assurer qu'en effet, ils remplissent toutes les conditions. Ils ont commencé à former leurs enseignants. Donc oui, il y aura forcément de la formation, mais ce n'est pas une formation qui prend 6 ans. C'est une formation de quelques semaines qui devrait suffire pour qu'ils puissent d'abord mettre leurs cours sous forme numérique dans des conditions qui soient conviviales, qui soient digestes pour les étudiants. Mais les étudiants, et c'est ce qui est formidable, auront accès aussi à tout ce qui est disponible sur les différentes plateformes d'enseignement à distance auxquelles nous pourrons être connectés. Par exemple, au niveau de la francophonie, aujourd'hui, il y a un métaportail où il y a environ 6 000 ressources pédagogiques disponibles. Et l'objectif, c'est d'arriver à 10 000. Donc, et même à 1 million, je crois, c'est ce qui est visé, de ressources disponibles au niveau de ce métaportail. Donc, ils auront accès à cela aussi. Ce que nous regardons surtout, c'est comment nous pouvons organiser des activités comme les travaux dirigés. Les plus compliqués, les travaux pratiques. A priori, dans certains cas, on peut le faire. Donc c'est ça, sans doute, qui va demander un tout petit peu de travail. Mais si on ne peut pas le faire par numérique, on verra comment le faire en présentiel, en petit groupe. Donc, nous croyons aujourd'hui que si les ressources sont disponibles, nous pouvons mettre ça en place en un mois, grosso modo. Ça, c'est pour l'université Marien Ngouabi. Et pour les universités privées, est-ce que le ministère a un plan d'action pour accompagner les universités privées? Alors, le travail que nous faisons est un travail global. Le groupe de travail que dirige le recteur de l'université Marien Ngouabi comprend des représentants des établissements privés. C'est le professeur Makani, d'ailleurs, qui porte ce dossier en leur nom, au sein de ce groupe. Des établissements publics, il y en a 2 autres. Il y a l'Institut national de travail social, qui est sous la double tutelle du ministère des Affaires sociales et la nôtre. Il y a le CEPID CIRAS, qui est sous la double tutelle de la présidence et la nôtre. Et nous avons aussi le CIESPAC. Tout ce monde-là est ensemble, en plus évidemment des représentants du cabinet et de la direction générale des enseignements supérieurs. Donc nous travaillons à la fois pour l'université Marien Ngouabi, pour les établissements privés, pour les établissements publics et pour l'établissement inter-État. Pour les établissements privés, ils sont de plus faible taille. C'est beaucoup moins compliqué que pour l'université. Et comme je l'ai dit, plusieurs établissements privés ont déjà travaillé, me disent même qu'ils ont des plateformes prêtes. On m'a même demandé l'autorisation des sujets, mais nous avons pensé qu'il fallait les auditer. Donc nous leur proposons aux établissements privés soit d'adhérer à la plateforme que nous proposons à nos ministères, soit de nous proposer leur plateforme particulière, sous réserve que nous puissions les auditer et les approuver. Donc cela devrait s'appliquer sans problème pour eux. Le plus gros problème pour les établissements privés, et c'est la grande différence avec l'université, ce sont les initiatives privées qui ne vivent que des revenus tirés de leurs activités qui sont arrêtées aujourd'hui. Donc si c'est arrêté, ça veut dire pas de revenus, ça veut dire manque à gagner, ça veut dire perte importante. Elles sont chiffrées. Cela fera partie du dossier qui ira au gouvernement pour voir comment on peut les aider. Si le gouvernement a des ressources, peut-être par un certain nombre d'aides qui leur seront apportées. S'ils n'avons pas assez de ressources, peut-être se porter garant, caution auprès des banques pour qu'ils puissent leur prêter de l'argent pour pouvoir les démarrer. On regardera toutes les possibilités, peut-être défiscaliser un certain nombre de choses. Enfin, tout sera envisagé pour voir comment nous pouvons aider les établissements privés à redémarrer leurs activités
dès l'instant où, techniquement, nous aurons finalisé les solutions. Oui. Et comment est-ce que le ministère va aider les étudiants de l'étranger? Il y a ce qu'on appelle les pays à risque. Et au début, le pays à risque, c'était la Chine. Ce que le gouvernement a fait, il a mis à disposition des étudiants une somme d'argent qui a été transférée à l'ambassade pour voir comment les aider. Parce qu'en Chine, à un moment donné, à cause du confinement, ils avaient des problèmes, même pas de santé, mais d'accès aux besoins les plus primaires. C'est-à-dire que pour manger, c'était difficile parce que les supermarchés étaient fermés, les marchés étaient fermés, les magasins étaient fermés. Pour acheter le dentifrice, c'était impossible, le savon. Donc, cette somme a été débloquée parce qu'à ce moment-là, la crise était à son niveau le plus élevé là-bas en Chine. Depuis, le nombre de pays à risque s'est multiplié. On parle aujourd'hui des États-Unis, on parle du Brésil, ainsi de suite. En Afrique, on parle de l'Afrique du Sud. Donc, nous travaillons à travers nos représentations. Nous avons ce qu'on appelle des services pédagogiques par région du monde. On a un service pédagogique à Paris pour la France, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique. On a un service pédagogique à Cuba pour Cuba. On en a un à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. On en a un à Moscou pour l'Europe de l'Est et l'Asie. Et nous avons été autorisés à en créer un à Pékin. Pour l'instant, il n'y a encore personne. Donc, avec ces services pédagogiques, nous travaillons aux solutions spécifiques. Et ça fait partie des dossiers que nous essayons soit de traiter par nous-mêmes, si nous avons les moyens, les ressources, c'est prévu au budget, on voit sous quelle forme d'aide on peut le faire. Et sinon, c'est des dossiers qui vont être apportés au gouvernement, il y a Task Force qui va les apprécier, et puis le ministre des Finances aura les instructions du gouvernement. Pour l'instant, nous n'avons pas de situation très grave. La Chine, finalement, aucun Congolais n'est mort de la pandémie, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il y a eu des soupçons d'atteinte à la Covid-19 de quelques Congolais, mais ça s'est résorbé, ils ont été traités et apparemment, aujourd'hui, ils sont totalement guéris. Dans les autres pays, au Sénégal, je crois qu'il y a un cas qu'on est en train de suivre, qui est bien pris en charge et n'est pas du tout en situation dramatique. Pour l'instant, ailleurs, nous n'avons pas de nouvelles. À Cuba, il n'y a aucune nouvelle. Donc, on touche du bois, tant mieux, pour l'instant, ça va bien. Mais si jamais il devait y avoir un cas quelconque qui exige l'intervention de l'État, bien sûr, l'État interviendra. Et la formation à distance demande la connexion Internet. Et on sait que la connexion Internet peut être chère pour certains étudiants. Est-ce que l'État va intervenir dans ce sens pour aider les étudiants qui se retrouveront peut-être chez leurs parents au village, dans des petits villages par exemple? Alors c'est vraiment, en effet, un des gros problèmes. C'est l'accès à Internet pour l'enseignement à distance. Aujourd'hui, au niveau de l'université Marien Ngouabi, la fibre optique a été apportée dans le cadre du projet Cap Congo. Les 11 établissements, facultés, écoles, instituts de l'université Marien Ngouabi sont connectés et interconnectés. Il reste à connecter le rectorat parce qu'il est neuf. Il reste à connecter la direction centrale des examens parce qu'elle est également neuve. Donc aujourd'hui, dans l'espace de l'université Marien Ngouabi, Internet est disponible. Nous faisons un test à 2 ou 3 endroits, notamment au niveau de la grande bibliothèque universitaire. Et si vous passez par là, vous verrez les étudiants agglutinés autour parce que justement, il y a la connexion. Enfin, Internet n'est pas distribué parce que justement, nous travaillons pour savoir qui va payer. Nous avons proposé que chacun paye un peu, que l'État paye un peu, sous la forme d'une subvention, mais que les utilisateurs également payent un peu, à savoir les enseignants, chercheurs, le personnel administratif et les étudiants, sous forme d'un forfait mensuel. Et nous sommes encore en train de discuter du montant du forfait mensuel. Je dois dire aussi, quelques-uns n'ont pas envie de payer, mais bon, nous allons discuter de ça. Je ne crois pas que ça posera de gros problèmes aux étudiants parce que le forfait qui est proposé pour les étudiants, il est vraiment minime. Il est vraiment presque insignifiant, mais symboliquement, par principe, nous pensons que tout utilisateur doit payer un peu. Parce que s'il ne paye pas, ce sera la porte à tous les abus et elle n'est pas infinie, malheureusement, l'accès, la connexion et l'accès Internet.
la bande passante, elle est pas infinie, elle est même très, très, je dirais, parcimonieuse. Il faut l'utiliser avec beaucoup de soin. Donc, nous en sommes là pour ce qui concerne l'Université Mariam Wabi. Pour ce qui concerne les établissements privés, il va falloir qu'on travaille avec eux. Quelques-uns sont déjà connectés, mais nous devons nous assurer que ce n'est pas facturé de façon inconsidérée aux étudiants. Nous ne pourrons pas avoir les étudiants de Mariam Wabi qui payent un forfait insignifiant et sur les autres établissements, même s'ils sont privés, qui payent des montants faramineux. Donc on va travailler avec eux sur ce modèle économique, combien ça leur a coûté, combien leur facture Congo Télécom ou tout autre fournisseur d'accès, est-ce que c'est la fibre, est-ce que c'est par d'autres moyens. Et nous allons voir comment faire en sorte que tous les étudiants payent la même chose. Et pour ce qui concerne les enseignants-chercheurs des établissements privés, je pense qu'ils ont les moyens de se connecter, que beaucoup sont déjà connectés. Si vraiment il y a quelque chose de spécifique à faire pour eux, on regardera comment on peut le faire. Donc, c'est vraiment le problème le plus important. Mais heureusement, nous ne partons pas avec une feuille blanche. Il y a déjà des choses qui ont été faites et il faut les affiner. Et ça, encore une fois, en un mois, on peut régler tous ces problèmes de façon à ce que, oui, ils aient accès à Internet. Mais je voulais quand même ajouter une autre chose. La population congolaise est majoritairement jeune. Le taux d'accès à la téléphonie mobile est aujourd'hui pas très loin de celui de la France. C'est un domaine dans lequel on est très performant. Et le taux d'accès des jeunes en particulier, je crois qu'il est très proche de 100%. Le taux d'accès général à la téléphonie mobile, il est au-delà de 95% au Congo. Et par la téléphonie mobile, on peut distribuer Internet. Aujourd'hui, c'est sans doute l'accès le plus utilisé par le plus grand nombre. La fibre est distribuée, c'est vrai, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'elle ait atteint autant d'utilisateurs finaux, ce qu'on dit en anglais, les end users, que la téléphonie mobile. Donc, nous pouvons aussi avoir un accord avec les compagnies de téléphonie mobile pour proposer des forfaits étudiants grâce auxquels ils ont Internet sur leur téléphone. S'ils travaillent sur l'ordinateur, ils partagent la connexion à l'ordinateur, ce n'est pas un problème, ou sur la tablette, et ainsi, ils ont accès au cours. Mais sur la tablette et sur le smartphone, ils peuvent avoir le cours. C'est un peu petit, mais ils peuvent avoir le cours. Le comité scientifique en charge de l'université Denis Sassou Nguesso a annoncé son ouverture cette année. Est-ce que le gouvernement l'annonce aussi, parce qu'on ne vous a pas vu l'annoncer de façon officielle, est-ce que vous pensez que cette année, l'université Denis Sassou Nguesso va ouvrir finalement? Alors il y a en effet un comité de pilotage. Il y a un comité de pilotage du projet de l'université Denis Sassou Nguesso, et donc c'est le comité de pilotage qui est en charge de la rentrée académique. Ce comité de pilotage est dirigé par le Premier ministre. Moi j'en suis le premier vice-président, puis ensuite le deuxième vice-président c'est le ministre en charge de l'aménagement, équipement du territoire et des grands travaux, le ministre Bouya, et le troisième vice-président c'est le ministre des Finances et du Budget. En dessous, il y a une coordination technique qui est présidée par le professeur Robenga. Et en effet, à notre niveau, et je crois que c'est la décision du président, nous considérons que cette année, l'université de Sassou Nguesso doit commencer ses activités. C'est une décision à notre niveau qui est prise et sur laquelle nous travaillons. Aujourd'hui, nous pensons que les conditions sont en effet réunies pour que nous puissions démarrer avec 2 ou 3 établissements. On y travaille encore, ce matin encore, je suis en réunion là-dessus. Mais nous pourrons sans doute commencer au minimum avec 2 établissements. On verra si on peut en avoir un 3e. Dans tous les cas, la phase 1 du démarrage des activités de l'université Mariam Wabi comporte 3 établissements. Donc, si nous n'arrivons pas à démarrer cette année avec les 3 établissements, on démarrera avec 2 et le 3e pourra commencer l'année prochaine. Et ainsi, nous aurons bouclé la phase 1 et les autres phases démarreront à partir de 2022. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin à l'endroit de nos téléspectateurs qui vous ont suivi? Je voudrais parler essentiellement de ce dont j'ai la charge, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, mais qui fait partie intégrante totalement du système éducatif national. Je crois que le défi du Congo d'aujourd'hui, c'est ses ressources humaines. Des hommes et des femmes de qualité
c'est aujourd'hui le plus grand défi de ce pays. Nous avons les ressources naturelles, elles sont variées, elles sont diversifiées. Nous avons un sol qui est au beau milieu d'un bassin hydrographique ou hydraulique qui est le plus grand d'Afrique et le deuxième plus grand du monde. Donc l'agriculture peut être, comme pour la plupart des pays développés, la base de notre économie. Nous avons la forêt avec tout ce que ça peut générer comme possibilité d'industrialisation, de transformation. Nous avons un magnifique pays où il y a à la fois la mer, à Pointe-Noire, il y a la forêt, il y a même des plateaux, il y a de la savane, il y a une richesse, une biodiversité extraordinaire qui donne un potentiel touristique important. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce secteur comme un des secteurs de diversification. Nous avons les compétences pour créer les conditions d'une industrie. Les zones économiques spéciales doivent concourir à cela. Au milieu de tout ça, il faut des hommes et des femmes de qualité. Des hommes et des femmes compétents. Il faut de l'expertise. Il faut du savoir, du savoir-faire. Mais il faut aussi et surtout des valeurs, une culture du développement. Cette culture et ces valeurs doivent aussi comprendre du dépassement de soi de temps en temps. Un peuple qui est divisé constamment, un peuple qui est toujours en conflit, un peuple qui est même en guerre ne peut pas se développer. Il faut de la paix, il faut surtout de la stabilité. L'école publique, mais aussi l'école privée, a le devoir de former ces hommes et ces femmes en leur transmettant tous les outils de développement, y compris ce que je viens de dire en dernier, à savoir des valeurs que peut-être même on devrait mettre en premier, avant la connaissance, le savoir, l'expertise. Et nous, enseignements supérieurs, nous avons la responsabilité de former la tranche supérieure de ces hommes et de ces femmes, de former l'élite. C'est une lourde responsabilité. Je voudrais vraiment que les gens aient conscience que le président prend cela très au sérieux. C'est pour ça que dans son projet de société, il en parle abondamment. Le gouvernement prend cela très au sérieux. C'est pour ça que le PND accorde la deuxième place à la question du capital humain et que les ministres en charge des enseignements prennent cela très au sérieux et que nous, modestement, on essaie de faire la même chose. J'espère que Denis Sassou Nguesso va voir le jour, démarrer ses activités parce que nous la voulons comme une université modèle, moderne, tournée vers les sciences et technologies, panafricaine, un socle de formation de ressources humaines que nous n'avons pas, puisqu'il y aura là-bas des instituts, des écoles d'ingénieurs dans des domaines qui ne sont pas enseignés aujourd'hui, les mines, l'énergie électrique, l'hydraulique, le bâtiment, travaux publics, des choses qui paraissent aussi évidentes, aussi triviales, mais pourtant nous n'avions pas d'école d'ingénieurs dans ces domaines-là. Mais les mines, c'est peut-être le deuxième, troisième poumon de croissance future de ce pays. Donc, nous la voulons modèle, mais nous voulons aussi que Mariam Ngouabi reste, comme on l'appelle, l'alma mater. C'était, et c'est toujours, le berceau de la connaissance de ce pays. Donc, nous nous battrons pour que Mariam Ngouabi n'ait pas à rougir, permettez-moi l'expression, devant Denis Sassou Nguesso. Il n'y aura pas d'enseignement supérieur à plusieurs vitesses. Et enfin, pour terminer, les établissements privés, c'est 30% des apprenants de ce pays. Il est hors de question que nous puissions les laisser devenir le parent pauvre, la cinquième roue du carrosse de l'éducation. Et nous nous battons pour qu'il soit une alternative de qualité. On est en train de mettre de l'ordre, on va continuer, on va serrer les boulons, de façon à ce que ne soient autorisés à continuer à exercer ce service public que ceux qui ont vraiment fait la preuve de leur capacité à s'accrocher à la volonté de qualité, d'excellence, de performance, d'ouverture panafricaine internationale. Et je crois qu'à la rentrée académique prochaine, vous entendrez des nouvelles de ça. Il y aura sans doute des fermetures d'établissements privés au nom de cette volonté-là. Voilà. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous remercions chaleureusement de votre aimable attention. Merci, au revoir.